Bonjour à toutes et à tous. Le premier et le deuxième empire occupent une place singulière dans l'histoire de France. Portés par deux figures aussi proches par le nom que différentes par le contexte, ces régimes fascinent, divisent, interrogent. Entre gloire militaire, réformes profondes, ambition européenne et chute spectaculaire, les empires napoléoniens ont nourri une abondante historiographie et des idées reçues. Pour démêler le vrai du faux, confronter les mythes aux faits et éclairer les continuités ou ruptures entre ces deux moments fondateurs, j'ai le plaisir de recevoir David Chanteran. Au fil de cet entretien, nous reviendrons avec lui sur les légendes et vérités qui entourent ces deux empires, sur ce qu'on croit savoir et ce qu'on oublie souvent, afin d'apporter un regard nuancé et exigeant sur une période clé de notre histoire. David Chanteran, bonsoir. Bonsoir. Quelles sont les principales différences entre le premier et le deuxième empire, au-delà des figures de Napoléon Ier et de Napoléon III? Alors vous l'avez rappelé à juste titre, d'abord le contexte est totalement différent. Pour ce qui concerne le Premier Empire, on est dans une continuité, d'après-Révolution. Pour dire les choses autrement, après la période de la Terreur, qui s'est terminée avec la chute de Robespierre en Thermidor, on est passé dans le régime du Directoire, qui lui-même s'est vu, finalement remplacé par le consulat que Bonaparte met en place avec 2 autres consuls qui progressivement et rapidement seront Cambacérès, et Lebrun. Et puis à partir du 18 mai 1804, l'empire est proclamé, un premier empire effectivement comme vous le dites, premier empire qui reprend, on va dire, des formes monarchiques teintées d'esprit un peu carolingien, remis à la sauce évidemment beaucoup plus moderne. Et cet empire va durer jusqu'en 1814 avant d'être réactivé pour les fameux 100 jours que nous connaissons, au moment du retour de Napoléon de l'île d'Elbe. Pour ce qui concerne Napoléon III, c'est un peu différent. Le Second Empire, tel qu'on l'appelle habituellement, ou le Deuxième Empire, selon ceux qui souhaitent qu'il y en ait un troisième, d'une certaine manière. Ce Second Empire, il commence le 2 décembre 1852, un an jour pour jour après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, ce qu'on appelait l'opération Rubicon, qui lui permettait de conserver le pouvoir puisque la Constitution l'empêchait, d'être, renouvelé pour, 4 ans supplémentaires, en rappelant qu'il avait été lui-même le premier président de la République élu le 10 décembre 1848 et que selon cette constitution donc, il lui était impossible de se présenter une seconde fois après son mandat de 4 ans qui donc, comme vous l'aurez constaté, devait s'achever le 10 décembre 1852. Donc 2 contextes totalement différents. On va dire que d'un côté, il y a un mouvement révolutionnaire assez important, alors que Louis-Napoléon Bonaparte, qui même si il est arrivé au pouvoir après les mouvements révolutionnaires de 1848, a pu bénéficier quand même d'une expérience et que l'empire qu'il proclame s'appuie non seulement bien sûr sur l'expérience de son oncle, Napoléon Bonaparte, mais également sur un pouvoir fort qui réclamait par les campagnes, ce qui n'était pas encore le cas de Napoléon Ier qui lui tout au long du consulat, avait déjà instauré un certain nombre de réformes et qui avait installé la France de manière assez durable. Merci. Napoléon III a-t-il consciemment voulu faire de son règne une continuité du Premier Empire? Concrètement, était-il dans l'imitation, l'hommage ou la réinvention? Comme souvent, la réalité entre les 2, c'est-à-dire que, il prend les formes qui vont, on va dire rassurer, ceux qui étaient les tenants de ce retour à l'ordre et à la gloire. Pour dire les choses simplement, 2 éléments, qui permettaient chez les nostalgiques de se retrouver, dans la figure de Napoléon Ier. Donc Napoléon III utilise ce ressort-là pour, s'installer durablement au pouvoir, ce qu'il va faire, on le sait, de 1852 à 1870. Mais de l'autre, on va dire que le traitement qu'il fait et l'utilisation de ce pouvoir-là, il est fait en direction totalement opposée, et je le dis bien, hein, totalement opposée à celle de son oncle. Napoléon Ier, à son corps défendant, a réactivé, par exemple, le nationalisme ou du moins l'a provoqué à un certain nombre d'endroits. On se souvient, par exemple, de ce qui s'est passé en Prusse, de ce qui s'est passé en Espagne et on sait que, en particulier par l'occupation des troupes françaises et l'instauration d'un certain nombre de réformes
inspiré de ce qui avait été fait à la Révolution, au Consulat et au début de l'Empire, eh bien, les réactions ont, mis au jour un certain nombre de volontés d'indépendance, ce qui peut s'expliquer pour un certain nombre de raisons. Pour ce qui concerne Napoléon III, c'est totalement différent. À l'extérieur, pour qu'on restait dans ce même registre, des relations internationales, à l'extérieur, Napoléon III est un tenant des nationalismes. Il, apporte son concours au Piémont-Sardaigne pour que Victor Emmanuel II puisse repousser, la présence des Autrichiens dans le nord de l'Italie et pour lancer le fameux mouvement du Risorgimento qui aboutira, vous savez, à l'unité italienne. De la même manière, il va créer de toutes pièces la Roumanie en apportant son concours, au prince, qui, cherchait à avoir ce fameux royaume qui, je vous le rappelle, était une réunion à la fois de la Moldavie et de la Valachie et cette Roumanie, il doit énormément à cette politique, volontariste de Napoléon III et de la même manière, il se lance dans des opérations qui cherchent par tous les moyens à, comme on le dit aujourd'hui, à permettre aux populations et aux peuples à disposer d'eux-mêmes et donc de ces nations, il en fait un élément, fondamental. C'est tout à fait l'inverse de Napoléon Ier qui lui était plutôt un tenant à la fois du jacobinisme, centralisateur et aussi d'une unité qui pouvait se faire par la loi et par, l'ordre, comme je le disais tout à l'heure, et en particulier par la loi avec, le code civil. Donc 2 directions totalement opposées. Ça, c'est pour ce qui concerne l'extérieur. Pour ce qui concerne la vie intérieure du pays, de la même manière, Napoléon Ier s'appuie en grande partie sur, les campagnes, sur une stabilité à la fois monétaire et sur, une confiance retrouvée. Napoléon III, lui, bénéficie d'une situation qui a quand même énormément été, stabilisée par le règne de Louis-Philippe et aussi par cette seconde République et lorsqu'il arrive et bien finalement, il s'installe dans un mouvement qui est mis en place, qu'il va bien sûr accélérer. On se souvient de ce qui a été fait notamment dans la diffusion, des idées saint-simoniennes, dans ce qu'il va faire également vis-à-vis des plus modestes, en direction des ouvriers. Lui-même avait d'ailleurs écrit un très bel opuscule qui s'appelle «Extinction du paupérisme» qu'il va tenter d'appliquer et puis, pour ce qui concerne les infrastructures et le système mis en place, les infrastructures, en particulier sur ce qui concerne les chemins de fer, le système bancaire, les mutuelles, tout un ensemble bénéficieront d'une accélération insufflée évidemment par Louis-Napoléon, mais dont il est aussi, un héritier, direct de ce qui a été fait précédemment. Très bien, merci. Alors cette question était pour plus tard, mais comme vous, avez évoqué l'extinction du paupérisme, Mmh. parlons très rapidement de Napoléon Ier et de Napoléon III en tant qu'écrivain et doctrinaire. On oppose souvent les 2, à savoir que Napoléon était un pragmatique et Napoléon III était plus doctrinaire. Est-ce que vous validez cette affirmation ou elle vous paraît un petit peu trop facile? Non, elle bah, c'est-à-dire que les faits parlent d'eux-mêmes. Quand on analyse les différents textes, de Napoléon Bonaparte et de Louis-Napoléon de l'autre, entre l'oncle et le neveu. L'un est plutôt un poète, héritier des Lumières, ce qui est normal, hein, dans son contexte et dans cette, période de l'époque dans laquelle il vit. Il est véritablement ce tenant-là. On se souvient de ses premiers textes, de certains, de certains de certaines tendances qu'il a, en particulier lorsqu'il écrit, notamment lorsqu'il publie le fameux Souper de Beaucaire, lorsqu'il a certains textes en particulier qui concernent l'idée du suicide, il y a chez lui, des teintes de rousseauisme qui reprennent aussi, une part de ses lectures et notamment, de la philosophie de l'abbé Raynal pour, n'en citer qu'un. Pour ce qui concerne, Louis-Napoléon Bonaparte, il n'y a pas, de texte politique à proprement parler, idéaliste. Bien au contraire, il y a un caractère utopiste, ce qui est encore différent et ce caractère utopiste, il se nourrit, de ce qu'ont fait notamment les saint-simoniens et il est dans cette veine-là, c'est-à-dire essayer d'améliorer le sort de son prochain à travers une politique, volontariste de soutien et également pour essayer d'améliorer la propriété et l'utilisation des terres par ceux qui ne sont que des exploitants et qui n'en sont pas propriétaires. Donc 2 directions totalement différentes et pourtant les bilans d'un côté comme de l'autre
peuvent être, jugés à l'aune de ce qu'ils ont été, c'est-à-dire avec des bilans plutôt positifs, même si on le sait, Louis-Napoléon va bénéficier, lorsqu'il devient Napoléon III, d'une certaine, accalmie sur le plan, militaire de l'Europe, à partir notamment de ce qu'on appelle le traité de Paris de 1856. Pour ce qui concerne l'Europe elle-même, les terrains d'opérations militaires se trouvent plutôt à l'extérieur, à l'exception bien sûr de l'Italie, mais ça ne durera qu'un an, alors que Napoléon Ier, lui, est quasiment en guerre perpétuelle, à l'exception de la période 1802-1803 et surtout de la période 1810-1811, toujours à l'exception de l'Espagne. Donc, on va dire que c'est 2 contextes, militaires internationaux différents et même à l'intérieur, la recherche chez Napoléon Ier est plutôt de retrouver une certaine confiance auprès des Français, paix intérieure, paix militaire, paix religieuse, alors que chez Napoléon III, il y a moyen, pour dire les choses autrement, il y a moyen de réaliser un certain nombre de réformes et d'accélération économique et sociale, ce qui n'était pas encore possible pour Napoléon, qui n'avait pas les ressorts pour le faire dans le contexte de l'après-révolution. Merci. Alors, qui dit empire dit sacre. Le sacre de Napoléon Ier en 1804 et celui de Napoléon III en 1852 sont-ils comparables dans leur mise en scène et leur signification? Alors c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a l'impression effectivement qu'il y a un sacre chez Napoléon III, il y en a pas. Napoléon III n'a pas été sacré. Il n'a pas été couronné, c'est un de ses vœux. Il aurait voulu faire venir le pape, pour le sacrer, ça n'a pas été possible et donc, par défaut, ce qui va servir de sacre, ce sont les 2 grandes cérémonies, qui suivent sa prise de pouvoir. En 1853, en janvier 1853, il épouse Eugénie et cette cérémonie a valeur finalement de consécration pour le couple impérial nouveau qui vient de s'unir et puis surtout en 1856, au moment même justement où le traité de Paris qui met fin à la guerre de Crimée est signé, eh bien l'impératrice donne naissance au prince impérial et le baptême du prince impérial vaudra également une sorte de, voilà, de couronnement, si l'on peut dire, du pouvoir impérial. Napoléon Ier est tout à fait différent. Chez Napoléon, qui a été proclamé empereur des Français depuis le 18 mai 1804, eh bien la cérémonie inaugurale du régime procède et répond à un certain nombre d'organisations très précises. C'est Napoléon Ier qui fait venir le pape à Paris. En échange, le pape s'imagine pouvoir négocier, des échanges territoriaux et une certaine indépendance, ce qu'il ne parviendra pas à faire. Mais en attendant, le pape, par sa présence, va réactiver, l'esprit religieux en France, après le rétablissement du concordat 2 ans auparavant. Mais sa présence va avoir beaucoup d'influence et Napoléon Ier, eh bien finalement, ne va pas, ne va pas, j'allais dire, bénéficier de ce qu'il avait voulu. C'est-à-dire que ce sacre ne va pas être totalement, compris, ni par ses adversaires, heu, royalistes qui vont considérer qu'il reste un usurpateur et que toute cette cérémonie, n'est qu'une sorte de mascarade et au contraire même des républicains, qu'on pensait être favorables, eh bien au contraire, les républicains seront même aussi surpris et déçus parce que de leur côté, pour reprendre les mots par exemple du général Delmas qui avait utilisé cette formule au moment du rétablissement du concordat, il a appelé ça une capucinade. Eh bien le sacre de Napoléon, c'est une sorte de capucinade, c'est-à-dire que tout le monde se souvient qu'il avait fallu, abattre et exécuter plusieurs milliers de personnes pour finalement rétablir, 11 ans après la mort du roi, une forme de monarchique, qui pouvait surprendre et les uns et les autres. Le premier empire est souvent vu comme glorieux, le deuxième ou le second comme hésitant ou contradictoire. Pourquoi cette différence de perception historique, voire même de perception intellectuelle? Ça tient à 2 choses. La première, la façon dont, les lectures qui en ont été faites déjà du temps des contemporains, ont retenu le règne de l'un vis-à-vis de l'autre. Voyons les choses, clairement. Pour ce qui concerne le bilan humain du Premier Empire, il est désastreux, il est terrible. Pour ce qui concerne hem, j'allais dire le bénéfice, territorial, c'est pas mieux.
puisqu'on sait qu'en 1815, Napoléon Ier parti en direction de Sainte-Hélène, déchu, se retrouve dans une situation lui-même assez terrible et il laisse la France dans une situation qui n'est pas enviable. De l'autre, Napoléon III, lorsqu'il est, entre guillemets, «battu», à Sedan et qu'il se rend, au futur empereur d'Allemagne, Guillaume, lui, il laisse une France qui, au contraire, est lancée sur des bases solides. Pour preuve, c'est que le prix qu'il faudra payer pour cette défaite et cette occupation ensuite, allemande, eh bien, ce prix sera vite réglé par la future Troisième République parce que justement, les comptes sont bons, parce que la France, est active et que on est dans une expansion, considérable. En revanche, ce qui va marquer énormément les choses, c'est que Napoléon III a face à lui un certain nombre d'opposants, à commencer par Victor Hugo, qui va laisser dans l'image, une France réduite, qui n'est que le produit de de censure, de baisse des libertés individuelles, alors que le régime était en train de se transformer progressivement avec un empire libéral, à partir de 1869. Tandis que Napoléon Ier, même s'il a eu des opposants, en particulier Madame de Staël et Chateaubriand du point de vue, ne serait-ce que là, comme pour Victor Hugo du point de vue littéraire, Napoléon Ier, lui, a une chose très importante qui va lui permettre d'inverser la tendance entre 1815 et 1821, c'est que son exil à Sainte-Hélène va lui permettre, au contraire, de reprendre la main sur le plan de la légende, de dicter ses mémoires aux personnes qui l'entourent, à commencer par Lascaz, et puis on peut citer aussi les 3 autres personnes qui l'entourent à Sainte-Hélène, le général Gourgaud, le général Montelon et surtout le grand maréchal Bertrand. Et bien avec ces 4, comme on les a dit, évangélistes modernes, il va dicter une sorte de bible politique, et surtout se tresser des lauriers, à juste titre pour certains éléments, mais il va se tresser des lauriers qui vont servir ensuite à alimenter le mouvement romantique qui va en naître, ou du moins qui était en germe, et qui va servir de la figure de Napoléon Ier comme une sorte de, nostalgie heureuse, âge d'or de la gloire et de la valeur française, ce qui ne sera pas le cas évidemment de Napoléon III. Donc j'allais dire que l'histoire de la légende s'écrit, on le sait par les vainqueurs, mais il y a un contre-exemple, celui de Napoléon Ier, qui lui a repris la main en se faisant passer, à juste titre aussi, hein, comme un martyr vis-à-vis des Britanniques, mais qui va servir de ça pour, transformer l'image qui était la sienne au moment de son départ en 1815 et pour revenir encore plus glorieux après sa mort et surtout à partir de 1840 au moment de son retour des cendres qui va avoir un éclat et une importance, symbolique très forte, non seulement en France, mais dans l'Europe tout entière et même au-delà. Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que Napoléon III, vers la fin de son règne, même si lui ne le savait pas, il a voulu, tenter quelque chose de plus libéral. Et ce qui est intéressant, c'est que Napoléon Ier, dans un autre contexte, lui aussi, il va tenter quelque chose de libéral. Comment vous expliquez cette nouvelle analogie, même si les contextes sont différents? Alors l'analogie, elle s'explique pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, même si les contextes sont différents, il y a une volonté de desserrer l'étau. Pour dire les choses autrement, il y a une aspiration après un pouvoir fort, et un régime qui est assez, restrictif, ce qui est indéniable chez les 2. Il y a une volonté quand même de desserrer l'étau avant d'en avoir, des effets importants, et parce qu'il y a une sorte de lassitude. Lassitude d'un point de vue militaire du côté de Napoléon Ier, lassitude d'un point de vue économique et social chez Napoléon III. Ça va se traduire chez Napoléon Ier par, le retou au moment du retour en 1815, par ce qu'on appelle la proclamation des articles, enfin des actes additionnels à la Constitution. Et pour ce qui concerne Napoléon III, eh bien, ce régime libéral, qui va être porté par Émile Ollivier, va porter ses fruits et a déjà débuté un petit peu depuis quelques années, en particulier depuis 1864 avec, le droit de grève qui va être accordé et c'est un phénomène normal. Parce qu'après des régimes forts, si on ne dessert pas, comme je vous le disais, l'étau, eh bien, on se retrouve avec un mouvement, révolutionnaire ou une volonté, de libération
Comme par exemple, toute proportion gardée, ce qui s'était passé en 1968 après le pouvoir, sans partage du général de Gaulle. Eh bien ce mouvement-là, on peut le mettre en parallèle avec ce qui s'est passé en 1815 d'un côté pour Napoléon Ier et en 1869 pour Napoléon III. Vous avez employé le terme de régime restrictif. Ma question sera très simple. Heu, Quel fut le régime le plus restrictif entre le Premier Empire et le Deuxième Empire? Et est-ce que ces régimes restrictifs peuvent être comparés aux régimes restrictifs qu'on a connus en Europe, dans les années 30, en 1930? Alors, comparaison n'est pas raison, ça c'est la première chose et surtout, il faut se rendre compte de ce qui se passe autour. C'est-à-dire que, il y a une volonté de défense, de du sol national du temps de Napoléon Ier et chez Napoléon III, de rétablir, je vous le disais, la confiance, en particulier dans une certaine forme de bourgeoisie, pour essayer de se retrouver avec les forces vives et celles qui engagent les différentes réformes et la modernisation du pays, parfois à marche forcée. Donc c'est deux actes totalement différents. Mais on va dire que les lectures politiques et économiques sont totalement, opposées et que chez Napoléon Ier comme chez Napoléon III, il faut trouver une solution. Alors restrictif, oui, mais jamais en comparaison avec ce qui s'est passé, plus tard et surtout, même si la censure veille, elle est même très active, du temps de Napoléon Ier, chez Napoléon III, on va dire qu'elle est teintée quand même d'une certaine, ouverture d'esprit. On peut donner l'exemple, notamment de la censure qui s'était abattue sur les Fleurs du Mal pour Baudelaire ou ce qui s'était passé pour Madame Bovary avec Flaubert. On va dire qu'il y a un certain équilibre ou une sorte de contre-pouvoir qui s'était mis en place, même si la censure était réelle, ce qui n'était pas encore le cas du temps de Napoléon Ier. Mais on sait qu'entre les 2, il s'est quand même passé, près de 60 ans entre, voilà, plus d'un demi-siècle et les choses ont évolué aussi autour de ces 2 France différentes, d'un côté comme de l'autre. Quels sont les grands malentendus ou clichés qui pèsent encore sur Napoléon III? Alors parmi les grands clichés qui sont rappelés, il en est plusieurs. D'abord, c'est, on va dire, une sorte de procès d'intention pour dire que ça n'était pas un vrai Français. Il faut se rappeler qu'il a quitté la France, il n'avait pas encore 8 ans, 7 ans et demi seulement, qu'il est parti en exil avec sa mère, la reine Hortense, pour se fixer, sur les bords du lac de Constance à Ronnenberg en Suisse actuellement, ce qui était d'ailleurs une partie de la Confédération helvétique de l'époque déjà. Mais pour dire, quand même les choses plus directement, vivant en Suisse, étant, heu, choisi comme citoyen d'honneur par les Helvètes, Louis-Napoléon va garder, un esprit. Forcément, quand on était formé dans ce contexte-là, même s'il avait un proviseur qui était français, qui s'appelait, Lebas, qui était le fils d'un conventionnel lui-même, il va garder quand même cette teinte à la fois germanique et ça se retrouve notamment dans son accent. Et donc lorsqu'il prend la parole à la tribune, eh bien ce léger accent qu'il conserve, tout au long de sa vie, va lui valoir les critiques, les inimitiés, mais il n'est, j'allais dire, que la victime de cette situation. Bien sûr que lui aurait préféré vivre en France, mais voilà, c'est son histoire et donc ça, c'est le premier cliché qu'on lui apporte. Je rappelle que c'était à peu près le même cliché qu'on utilisait, pour dénigrer, Napoléon Ier, son oncle, en disant qu'il n'était que corse, et même, Chateaubriand le faisait naître à la date de naissance de son frère aîné Joseph, en disant même qu'il n'était que génois. Mais bon, c'est encore une autre affaire, mais voilà, un des premiers clichés qui est lié à Napoléon III, c'est celui-ci. Le second, c'est celui d'usurpateur. C'était le terme qu'on utilisait pour Napoléon Ier. Eh bien, on le reprend pour lui en disant que finalement, après 2 tentatives, heu, d'échec, de coup d'État en 1840 et en 1836, 4 ans auparavant, eh bien, Napoléon III avait été enfermé au fort de Ham et que ça n'était qu'une tête folle, qui n'avait qu'une idée en tête, c'est de chercher par tous les moyens à s'installer sur le trône sans avoir d'idée par la suite.
on s'est rendu compte que ce n'était pas une marionnette qu'on pouvait, facilement, manipuler et Adolphe Thiers et le parti de l'ordre s'en sont bien vite rendus compte lorsqu'il a repris les choses en main en 1851. Donc il y a ce caractère, on se dit, voilà, il a l'accent et puis de l'autre, c'est un esprit faible, ce qui n'est pas du tout le cas. La troisième chose, autre caricature, c'est de dire que son régime qui est né avec un coup d'État, sanguinaire, s'est terminé avec la honteuse défaite de 1870. C'est vrai que c'est Napoléon III, qui lance l'opération militaire après un vote à l'Assemblée, qui vote les crédits à la quasi-unanimité pour la guerre, mais c'est une provocation, on le sait, après la dépêche d'Ems qui a été manipulée par Bismarck et Moltke et que cette provocation fait les affaires de la Prusse qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'après avoir battu les Autrichiens, ils vont essayer de battre les Français, ce qu'ils vont faire, ce qui leur permet, d'un point de vue territorial, de s'agrandir, de récupérer l'Alsace et une partie de la Lorraine avec donc la Moselle pour ses richesses, en particulier, minières et donc pour cette double raison, eh bien, on porte le discrédit sur Napoléon III en oubliant, qu'il avait derrière lui la quasi-totalité du pays, parce qu'on se souvient que le plébiscite qui avait été organisé, quelques mois avant le début de la guerre, franco-prussienne lui était extrêmement favorable, alors que le contexte, pourrait-on penser, ne l'était pas. En fait, la France était en train de se transformer en une sorte de monarchie constitutionnelle que Napoléon III était en train de mettre en place, ce qu'il n'a pas pu faire et on va dire que, bah, voilà, c'est la prime toujours au vainqueur, mais il ne faut pas essayer de lire l'histoire en connaissant la suite, mais il faut essayer de la lire telle que les événements nous la présentent, jour après jour. Quel a été le rôle de la franc-maçonnerie dans l'ascension de Napoléon et de Napoléon III? Alors c'est un rôle important pourquoi? Parce que du temps de Napoléon Ier, hem, sans donner des chiffres, mais on va dire à la quasi-totalité, les officiers en particulier, une grande partie de la bourgeoisie, influente a été initiée ou du moins à une certaine, à une certaine faveur, enfin, pour la franc-maçonnerie et donc ça participe d'un esprit, d'ouverture et aussi un peu d'anticléricalisme. Ça n'est plus véritablement le cas du temps de Napoléon III, où la franc-maçonnerie est beaucoup mieux installée, de manière beaucoup plus diffuse et pas uniquement que dans les cercles influents. C'est on va dire, c'est plus démocratisé, c'est rentré dans les mœurs. Et d'ailleurs, à son corps défendant, cette influence de la franc-maçonnerie dans les esprits, dans les réformes qu'il engage, finalement, vont servir le régime suivant parce que ce mouvement qui a été mis en place va surtout servir à la Troisième République pour lancer de grandes réflexions et en particulier, on s'en souvient, hein, dans la forme que va prendre la séparation des églises et de l'État. Et puis les droits, qui seront accordés à un certain nombre de de strates, sociales, on va dire que ça avait été déjà mis en germe, en place du temps de Napoléon III et ça va aboutir du temps de la Troisième République. Donc c'est deux conceptions, 2 appuis totalement différents, mais on va dire que c'est une évolution chronologique et une évolution qui a commencé et qui a débuté déjà avant la chute de l'Ancien Régime, donc Napoléon Ier est dans ce mouvement-là. Mais c'est vrai que l'influence est beaucoup plus forte, beaucoup plus importante du temps de Napoléon III et le sera encore plus, du temps de la Troisième République. On parle souvent de liens de Napoléon, enfin du futur Napoléon III, du Napoléon, avec la charbonnerie. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une légende? Et surtout, quelle était la nature des liens? Alors ça n'est pas une légende, lorsqu'il faut revenir un peu en arrière dans son histoire, lorsqu'il est encore en exil, auprès de sa mère à Arenenberg. Heu, il conserve bien sûr des liens très forts parce qu'il le voit très régulièrement. Son père Louis, qui est Louis Bonaparte, qui est installé, donc le frère cadet, l'un des frères cadets de Napoléon Ier, installé en Italie et son autre frère, puisqu'ils étaient 3 frères, mais le premier est mort de la maladie de Croup en 1807, donc son autre frère, ils ne sont plus que 2 sur les 3. Son autre frère qui s'appelle
Napoléon Louis a suivi son père en Italie. Et les 2 frères se recherchent, se voient régulièrement et ils s'engagent dans les années 1830-1831 pour soutenir le mouvement carbonariste dans sa volonté de libération de l'Italie, avant même ce que fera Napoléon III. Donc il s'en souviendra, hein, évidemment, et ça va avoir des conséquences aussi dans sa politique lorsqu'il arrivera au pouvoir. Mais déjà en 1830-1831, ils sont sensibilisés, les 2 frères, pour essayer de libérer un certain nombre de territoires avec ce mouvement carbonariste. Tant et si bien d'ailleurs qu'ils jouent à plein cette carte, ils s'engagent directement l'un et l'autre, ils combattent l'un à côté de l'autre d'ailleurs, et le frère aîné qui reste, donc Napoléon Louis, va y perdre la vie en 1831. Il meurt à Forlì et le seul qui reste donc maintenant, Louis-Napoléon, va reprendre le flambeau, en particulier l'année suivante, en 1832, au moment de la mort de l'Aiglon. Comme les oncles qui restent en vie ne veulent pas reprendre finalement, heu, cette flamme bonapartiste, eh bien lui, Louis-Napoléon, décide de le faire et donc on va dire que l'importance de mouvement carbonariste, il va le conserver en lui, je vous le disais, au moment de la libération du territoire italien et de cet esprit du Risorgimento, mais lui-même va, être directement impacté par par ce mouvement parce que, par la mort de son frère et l'année suivante, mais ça n'a pas de lien, de l'Aiglon, son cousin, eh bien, c'est lui qui va reprendre, l'idée bonapartiste et va la mener à son terme, pour reprendre le pouvoir en 1848, puis en rétablissant l'empire en 1852. Merci. Peut-on dire que l'un comme l'autre, Napoléon Ier et Napoléon III, ont été victimes de leur propagande? Je m'explique, c'est-à-dire que les images qu'ils ont construites d'eux-mêmes, les ont finalement enfermés dans un rôle. Alors, 2 choses différentes. La première, pour ce qui concerne la propagande, on va dire la communication politique, pour être plus large, elle est, elle est assez balbutiement du temps de Napoléon. Le Les moyens qui sont employés, le fait même que, le taux d'alphabétisation soit encore très limité du temps du Premier Empire, empêche un certain nombre d'actions d'être entreprises et donc on va se limiter à la force et la puissance des images, des mots et de la répétition qui sont faites, dans les différents cercles, d'actions, ça peut être à la veillée, ça peut être la puissance aussi des différentes lectures qui sont faites. Pour ce qui concerne Napoléon III arrive au pouvoir dans un pays qui lui-même est en train de s'améliorer du point de vue de l'alphabétisation et qui va accélérer pour des raisons qu'on a déjà évoquées, parce qu'il a les convictions que c'est un élément important par l'éducation, que d'ailleurs son oncle avait mis en place avec la création du lycée, mais que Napoléon III va diffuser davantage et surtout en direction des femmes. Je rappelle que c'est le moment où la première bachelière, Julie Victoire, Daubié fait passe son baccalauréat et c'est du temps du Second Empire et la place des femmes est beaucoup plus importante et donc à ce titre, eh bien, on va dire que les images qui sont employées, la communication politique, est beaucoup plus diffusée et donc, du temps de Napoléon Ier, autant c'était compliqué, même si on sait l'impact que vont avoir, les images, populaires, en particulier l'imagerie d'Épinal, que vont avoir, les différents, textes qui sont diffusés, ça reste encore limité. Et bien, du temps de Napoléon III, ça n'est pas le cas et lui-même va devoir, se battre contre un certain nombre de préjugés. On se souvient qu'au moment où il se présente à l'élection présidentielle et dans les premiers temps de son pouvoir, on le caricature en le montrant avec un bicorne beaucoup plus large, on aperçoit un Louis-Napoléon qui est un peu perdu et des habits trop grands. Eh bien, ces habits neufs de l'empereur sont un peu difficiles à porter. Il va devoir, bah, passer outre ce caractère et donc jouer une carte totalement différente. Il laisse de côté le bicorne pour reprendre par exemple le petit képi, il se porte des petites moustaches et une barbiche, ce qui n'était pas le cas de son oncle. Bref, essayer de jouer une carte d'image totalement différente et d'utiliser des ressorts, déjà qui ne pouvaient pas apparaître du temps de son oncle, mais que lui-même va utiliser de manière plus ouverte peut-être que ne l'avait fait son oncle, qui restait, on va dire, assez schématique, mais je vous dis, le contexte était un peu différent. Donc des propagandes ou des utilisations, de communication politique totalement différents de l'un et de l'autre, même si, au détriment de Napoléon III,
une invention va avoir un rôle très important, c'est la photographie. Chez Napoléon Ier, on peut améliorer, idéaliser, utiliser, transformer. La photographie, c'est un reflet réel de ce que vous avez et du temps des premières époques du daguerréotype et de la photographie, eh bien, ça ne flatte pas, le sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc l'image de Napoléon III va aussi être un peu desservie par cette photographie. Il faudra attendre des améliorations par la suite, heu et d'un certain côté, Napoléon Ier a pu, orienter la façon dont on devrait le regarder et l'utiliser, ce qui n'a pas été le cas de Napoléon III qui devait faire avec, cette invention formidable peut-être, mais qui était difficile d'orienter tel qu'il aurait voulu. Une question un peu plus politique, si je puis dire. Les relations entre l'Empire et l'Église ont-elles évolué entre le premier et le deuxième Empire? Et quand je parle de relations entre l'Empire et l'Église, je parle aussi bien avec l'Église de France que l'Église de Rome. Alors elles vont beaucoup évoluer. Je rappelle que la situation dont hérite Bonaparte, au moment de son arrivée en 1799, c'est une France qui ne peut plus, exercer son culte quel qu'il soit, que Napoléon pr donc devenu empereur, lui, a déjà mis en place depuis donc ce consulat, il a rétabli le concordat, il a également publié ce qu'on appelle les articles organiques qui permettent à toutes les religions d'exercer librement leur culte et donc en direction à la fois des protestants, des musulmans lorsqu'il était en Égypte déjà et puis surtout en direction des juifs à partir du Grand Sanhédrin, mais même déjà un peu auparavant. Il organise les cultes avec un système de consistoire, qui permet, à chacun de vraiment d'exercer ce culte, mais aussi en contrepartie de rester des citoyens à part entière avec ce que ça comporte de services à rendre et donc de droits et de devoirs. Hem, mais cette situation, elle est en germe et elle est obligée de se mettre en place. Chez Napoléon III, c'est totalement différent. La France, en particulier catholique, est installée de manière beaucoup plus maintenant stable. Elle a dépassé, la situation révolutionnaire, c'est le moins qu'on puisse dire et donc le culte, gallican, bien finalement est très puissant. La papauté et heu et le caractère, pontifical est également très influent et donc c'est de ces 2 influences finalement, la France, va va être dans une situation assez puissante puisque, hem, on retrouve à la fois des figures fortes comme, comme le curé d'Ars par exemple, c'est le moment où par exemple la jeune Bernadette Soubirous, a ses apparitions à Lourdes. C'est le moment où donc il y a des phénomènes très forts et très puissants qui jouent à plein avec les grandes processions, mariales et autres. Et Napoléon III a à ses côtés une impératrice, donc Eugénie, qui elle-même en tant qu'Espagnole est très croyante, a beaucoup d'influence également dans les différentes constructions à la fois d'églises, de cathédrales et autres. Et donc ça va avoir une influence très forte dans l'exercice à la fois du pouvoir politique et de l'influence de l'Église elle-même et je le disais, dans les relations qu'entretiennent, l'empereur vis-à-vis du pape, alors que du temps de Napoléon Ier, on peut pas dire que ça a été une relation très très facile. Il a non seulement, je vous l'ai dit, convoqué le pape, en 1804 et ensuite lorsque la situation s'est tendue à partir de 1808-1809, eh bien, il a fait prisonnier le pape, il a mis la main sur Rome. C'est pour cette raison d'ailleurs que son fils a été également titré roi de Rome puisque pour lui, ça appartenait à cet empire et ensuite en retenant le pape, prisonnier entre 1812 et 1814, en particulier à Fontainebleau, eh bien, on peut pas dire que la situation était des plus faciles. Donc 2 façons de traiter à la fois le souverain pontife lui-même et puis l'Église, à la fois romaine et gallicane totalement différentes, même si je le disais, c'est Napoléon Ier ou du moins déjà le premier consul qui a rétabli, l'exercice du culte en France, alors que Napoléon III bénéficie d'une situation qui est beaucoup plus stable et à partir de laquelle, la France est déjà, installée dans une évolution qui sera la sienne, jusqu'au moment de la séparation des églises et des États dont je me parlais tout à l'heure en 1905. Tout à l'heure, vous avez évoqué un meilleur taux d'alphabétisation entre l'époque de Napoléon Ier et de Napoléon III.
Pour autant, sous le Premier Empire, la presse joue un rôle très important. Elle avait déjà joué un rôle très important lors de la Révolution. On se rappelle de tous ces pamphlets, de tous ces journaux qui étaient, publiés, diffusés, heu, contestés également. Est-ce qu'on peut dire que Napoléon III a quand même mieux compris l'importance de l'opinion, publique que son oncle? Ou déjà l'opinion publique est un acteur, majeur sous le Premier Empire? Alors sous le Premier Empire, ça n'en est aussi qu'à ses prémices. L'opinion publique, elle apparaît véritablement au tout début du XVIIIe siècle et les différents journaux n'ont qu'une influence relative, toute relative. Même si on sait que Napoléon Ier va veiller à ce qu'un certain nombre d'organes de presse, soient fermés et que pour les autres, tout ça, soit passé au crible de la censure. Je le disais, ça ne reste que limité, tout simplement parce que les lecteurs eux-mêmes sont limités et qu'on n'en est pas encore, à ce qu'on va connaître par la suite. Pour ce qui est de Napoléon III, c'est tout à fait différent. Heu, il y a de la presse partout, dans le pays, à la fois, nationale et régionale. Il y a de grands groupes qui vont de se former. Il y a également, de grands patrons de presse. On pense par exemple à Émile de Girardin et donc ces organes ont une grande influence à la fois sur l'opinion publique et il faut composer avec eux, heu, à différents titres. Politiquement, bah, c'est ce qu'on vient d'évoquer tout de suite. D'un point de vue économique, ils ont une puissance qui est exponentielle et donc qu'il va falloir, aussi orienter selon les uns et les autres. Et puis, alors là, pour un élément un peu plus léger mais intéressant aussi, c'est que du point de vue de la littérature et plus largement de la passion des Français pour la lecture, ça va jouer également à travers la presse. C'est le moment des feuilletons qui sont déjà un peu apparus du temps de Louis-Philippe mais qui, là, prennent une ampleur beaucoup plus importante et c'est le moment où, c'est le règne des grands écrivains, de cette époque-là, qui passent par la presse et qui écrivent les uns ou les autres et on la liste serait trop longue à citer, mais ça va de Balzac à Alexandre Dumas, en passant par Hugo, George Sand et autres, qui utilisent les organes de presse pour, à la fois se faire connaître, faire passer leurs opinions et plus largement faire également, connaître leurs différentes productions littéraires, mais ça va à la fois du roman, à des choses plus légères et donc ce caractère-là va jouer également pour que, la presse devienne, ce qu'on appelle, plus communément à partir de cette époque-là, le quatrième pouvoir. L'émission s'appelle «Légendes et vérité». Alors justement, parlons-en. Les 2 empires ont-ils vraiment contribué à l'établissement de la France moderne, ou il s'agit d'une légende entretenue par les bonapartistes et les napoléoniens? Alors, dans toute chose, en général, il y a un fond de vérité et parfois une forme d'exagération d'un côté ou de l'autre. Forme de vérité parce qu'il est indéniable que la volonté politique a permis, à partir de 1799, de donner à la France une orientation qui n'était pas la sienne. Si on s'en tient uniquement à 1793, le Directoire, qui a amélioré un certain nombre de choses, n'a pas pu faire aboutir parce que, d bah, tout simplement séparer le pouvoir entre 5 directeurs était compliqué et puis surtout parce que la situation intérieure et extérieure, nécessitait un certain nombre d'années. On va dire que Bonaparte arrive d'une certaine manière au bon moment, mais parce qu'il met autour de la table un certain nombre d'acteurs à la fois politiques, économiques et diplomatiques, eh bien, permet à la France de s'améliorer, bien sûr à marche forcée, mais avec des résultats escomptés rapidement. Bien évidemment, tout ça doit être contrebalancé par, une ambition un peu démesurée qui va aussi, lancer la France dans des guerres incessantes, même si, je pour le rappeler, hein, les coalitions elles-mêmes, jouaient également la provocation. Mais bref, on se retrouve dans une situation assez vite inextricable et Napoléon n'aura pas les ne récupérera pas les produits de ce qu'il avait lancé, dans un premier temps. Donc voilà, on va dire un bilan qui est assez mitigé, avec de grandes réussites et puis aussi des déceptions de l'autre. Pour ce qui est de Napoléon III, très étonnamment, alors qu'on en retient une, légende très noire, pour les raisons que j'ai évoquées, hein, c'est-à-dire à la fois la prise de pouvoir, au moment du coup d'État, le rétablissement de l'empire et puis Sedan, heu, il est, heu, il est tout à fait important de rappeler que ce bilan est très largement positif. Quand je dis positif, c'est pas du tout l'image qu'on en a. On a l'impression d'un souverain qui est un peu veule, qui n'a pas de volonté, qui, se laisse dicter,
sa conduite par sa femme Eugénie, qui n'aurait que des idées un petit peu légères, qui s'intéresse qu'aux jeunes femmes, qui n'a pas véritablement d'idées politiques, déterminées. C'est tout à fait l'inverse. Et quand on voit les décisions qui sont prises à la fois dans tous les domaines, hein, que ça soit politique, économique, artistique, culturel, hem, diplomatique et autres, bien au contraire. C'est un pays qui est bien dirigé, qui va, prendre une ampleur que Louis-Philippe, bien sûr, avait commencé, mais là, dans des proportions considérables. Et si on fait le bilan, il est très largement positif. Évidemment, on n'en retient que la fin, ce qui est quand même une réalité, hein. On n'en retient que la fin, c'est-à-dire l'occupation, prussienne et donc allemande plus largement, la proclamation de l'empire allemand dans la Galerie des Glaces, la Commune de Paris qui va suivre. Mais j'allais dire, il faut quand même, faire le bilan de Napoléon III le 2 septembre 1870, au moment où il se rend, à son adversaire, après Sedan. Et c'est à ce bilan-là qu'il faut s'attaquer. Et ce bilan-là, il est très largement, positif vis-à-vis de ce que l'on imagine aujourd'hui. Quels sont les liens entre les 2 empires et les arts? Ou plus exactement, entre les 2 empereurs et les arts, notamment dans l'usage politique ou la communication politique au sens plus large du terme? Alors c'est un usage qui, chez Napoléon Ier, bah, se tourne davantage de ce qui avait été fait par ses prédécesseurs, en particulier par Louis XIV. C'est-à-dire qu'il reprend les mêmes ressorts, il utilise les mêmes, les mêmes services, on va dire, la grande peinture, la sculpture, la littérature dans ce qu'elle a de plus, glorieuse avec des textes de circonstance. Et tout ça, bah, voilà, se retrouve un petit peu dans ce qu'on connaissait déjà du temps de l'Ancien Régime. Hem, En revanche, la façon dont les les grands principes artistiques, commencent à être diffusés à travers les campagnes et plus largement même, à être emportés par les soldats à travers toute l'Europe dans leurs gibernes, jusqu'au code civil lui-même, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le domaine artistique, c'est plus largement, l'esprit français, qui va être mis en place. On va dire qu'on n'en est qu'aux prémices de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est lui qui véritablement qui le met en place de façon très organisée. Chez Louis-Napoléon Bonaparte, ensuite devenu Napoléon III, heu, il a une vision artistique et culturelle qui est très ouverte. Pour vous donner juste un exemple, alors qu'on a l'impression qu'il est très dirigiste, un peu comme l'était son oncle, c'est un peu différent. Bien sûr, il s'est fâché avec, Victor Hugo, ça je l'ai dit, mais pour des raisons qui seraient longues à expliquer, mais on peut le dire en 2 mots. En gros, ils avaient à peu près la même vision l'un et l'autre, mais l'un a pris le pouvoir alors que l'autre s'attendait à être associé. Et comme ils avaient 2 conceptions un peu différentes, Victor Hugo s'est mué en en nouveau Napoléon sur son rocher, dans les îles anglo-normandes. N'a attendu qu'une chose, c'est que la chute de Napoléon III se fasse et revenir en héros, ce qu'il a fait d'ailleurs, en étant acclamé comme un bon républicain, alors qu'il avait été au départ plutôt royaliste et ensuite bonapartiste, de circonstance. Il ne faut pas oublier que pendant tout cet exil, Napoléon III a continué de faire, jouer Hernani à la Comédie Française, a considéré encore Napoléon III comme Victor Hugo pardon, comme un personnage important de son règne et a cherché à le faire, par exemple, l'impliquer dans un certain nombre de réalisations. On se souvient, par exemple, au moment de l'Exposition universelle, où c'est Victor Hugo qui écrit la préface de ce catalogue de l'exposition universelle, alors qu'on l'imaginait toujours, laissé de côté. Il reste bien sûr à l'écart, et en vivant à l'extérieur de la France, mais il n'en demeure pas moins que son influence reste forte. Et plus largement, il faut le rappeler, lorsque Napoléon III voit que, par exemple, le jury du salon de peinture, refuse un certain nombre de peintres modernes qui vont donner naissance, on le sait, ensuite au mouvement impressionniste et qui sont laissés de côté, eh bien, il autorise en 1863 ce qu'on va appeler le salon des refusés. Et ce salon des refusés va permettre à ceux qui étaient laissés de côté par l'académisme, pour dire les choses simplement, eh bien, à se réunir, à exposer. Et cette exposition va avoir une conséquence importante puisque c'est ce mouvement dont je parlais tout à l'heure qui va être lancé sur des fonds baptismaux. Et c'est un Napoléon III véritablement, même si son cœur n'était pas de ce point de vue-là orienté d'un point de vue artistique sur ce côté-là, qui va le permettre. De l'autre, je l'ai rappelé, avec un certain nombre d'écrivains,
Napoléon III reste encore un peu frileux, peut-être, trop attaché à un certain nombre de valeurs anciennes, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un mouvement qui est mis en place et qu'après le romantisme, vient le moment du naturalisme et en relisant par exemple Zola ou d'autres, on comprend aussi l'influence que Napoléon III a pu avoir. Oui, notamment dans l'argent. Je trouve que c'est très parlant dans l'argent. On parle souvent de gloire militaire pour, Napoléon Ier et tout de suite nous viennent à l'esprit, Arcole, Lodi, on peut également citer bien évidemment Austerlitz, Iéna, Wagram. Est-ce qu'il existe la même, dimension intellectuelle, tactique, stratégique chez Napoléon III? Est-ce qu'on peut parler de gloire militaire pour le Deuxième Empire? Et évidemment que non. Et c'est bien cela. En réalité, déjà, c'était un problème chez lui, c'est-à-dire qu'il voyait bien qu'il y avait un héritage, qu'il n'atteindrait jamais. Il a tenté par, tous les moyens de montrer, sa bravoure militaire, notamment pendant la première enfin, la les premiers temps et jusqu'à la fin donc de cette campagne d'Italie, qui s'achève à Solferino. Mais voyant le résultat désastreux de ces guerres, avec quand même un armement qui est en train de s'améliorer, si on peut dire, hein, si on peut dire, et qui devient de plus en plus, meurtrier, il va mettre fin à cette campagne militaire, faire la paix avec, l'empereur d'Autriche François-Joseph et puis surtout peut-être décevoir une partie des Italiens avec une deuxième campagne aussi désastreuse peut-être, mais là sur un autre plan, c'est celui de la campagne du Mexique, où là, il lance, des troupes, en soutien de Maximilien, de Habsbourg et on sait, comment ça tout ça s'achève, par le fameux tableau que tout le monde connaît de Manet, qui représente l'exécution de Maximilien en 1867. Donc 2 campagnes désastreuses. Au-delà de ça, d'un point de vue militaire, il n'y a pas d'idée, enfin, de recherche stratégique comme l'était du temps de Napoléon Ier, qui lui est un militaire pur jus, qui a eu cette formation à la fois, même si, Louis-Napoléon était un bon artilleur, il a d'ailleurs écrit des traités sur ce plan-là, c'est sans commune mesure et c'est cet aspect qui souvent est mis, enfin qui permet de douter finalement de cette capacité chez Louis-Napoléon, mais il était en cela beaucoup plus moderne puisque dans son esprit, il était dans une situation où l'art de la guerre, si l'on peut dire, avait évolué. Donc, il était le produit finalement de cette génération qui était différente de celle de Napoléon Ier, qui, j'allais dire, regardait davantage du côté du 18e que du 20e siècle. Merci. Comment les 2 régimes ont-ils traité, combattu leurs opposants politiques? Alors, ils les traitent et ils les combattent, de façon différente. Je le disais, chez Napoléon Ier, il y a une volonté de serrer un peu la vis après le temps du Directoire. Peut-être pas tant au tout début du consulat, mais davantage au fur et à mesure de l'évolution à la fois du régime et des attaques extérieures. Il y a une volonté de sécurisation, une sorte de allez, sans dire les choses, mais une sorte de paranoïa qu'il faut essayer de combattre et donc Napoléon Ier tentera par tous les moyens, mais emporté par l'élan, eh bien finalement ça va se restreindre et donc vis-à-vis des opposants, ça va être des moments d'exil, par exemple, pour Madame de Staël, ça va être des interdictions pour un certain nombre d'ouvrages, ça va être des moments qui vont marquer défavorablement le régime et donc qui vont laisser des traces, indéniables, en particulier au moment du premier exil de Napoléon Ier et son retour sera de manière difficile puisqu'on le sait, au moment où il fait des élections libres à son retour en avril-mai 1815, eh bien, le résultat du 1er juin montre qu'il est minoritaire. Donc, on va dire il va attester finalement du résultat de toute cette politique à ce moment-là. Pour ce qui concerne Napoléon III, l'opposition, je l'ai dit pour Victor Hugo, mais d'un certain nombre de républicains d'un côté, de l'autre de monarchistes qui cherchent à rétablir, un pouvoir, notamment celui de Chambord, ne vont pas être favorables à Napoléon III, c'est le moins qu'on puisse dire. Même si au début, bah, ils vont attendre que le vent se baisse un petit peu, mais au début, il y a une sorte de mouvement, qui emporte Napoléon III avec lui et qui lui est très favorable. Après, avec un certain nombre d'oppositions, on va dire que les choses vont s'accélérer jusqu'en 1869
Et puis après, avec ce virage libéral, eh bien, Napoléon III, bah, récupère une partie des opposants, en particulier républicains, qui bien sûr, après la chute de l'Empire, auront beau jeu de dire qu'ils étaient opposés à Napoléon III, mais les chiffres parlent et surtout les votes montrent que, en réalité, mis à part Thiers, du même Adolphe Thiers, tous les autres s'étaient un peu fait de ce régime, en train de se libéraliser et s'attendaient à ce qu'une sorte de républicanisation qui se mette en route ou se mette en place progressivement. Les circonstances ont fait qu'il a fallu le faire plus rapidement. Mais pour ce qui concerne les monarchistes, la monarchisation des esprits restait en germe, elle était quand même indéniable et j'allais presque dire, elle reste encore aujourd'hui encore le cas. Je veux dire, il y a une forme, de monarchisation, ou du moins un pouvoir, avec une autorité suprême qui reste quand même dans l'esprit et on le voit encore dans la 5e République. On s'est fait, d'une république qui est, avec une identification, une incarnation, ce qui était déjà un peu le cas du temps de Napoléon Ier, ce qu'il était aussi un peu du temps de Napoléon III et que le général de Gaulle, dans la construction de cette 5e, va également, remettre en place, de manière assez évidente. Il me reste 3 questions, monsieur Chantran. Quel personnage secondaire mériterait d'être mieux connu pour comprendre le fonctionnement, réel des 2 empires? Alors pour ce qui concerne Napoléon Ier, il y a un personnage qu'on on étudie très peu, et qui mériterait vraiment d'être davantage, c'est le rôle qu'a joué Cambacérès. C'est un homme d'influence au moment de la réalisation du code civil. Il a un rôle très important de second consul, tout au long donc de la première partie de l'exercice du pouvoir de Bonaparte et surtout en tant qu'archichancelier, il a des fonctions, pour dire les choses de manière simple, des fonctions qui pourraient se rapprocher de celles de Premier ministre. C'est-à-dire que lorsque Napoléon n'est pas là, c'est lui qui exerce le pouvoir d'organisation du gouvernement, qui est un lien avec le chef de l'État et qui surtout a des idées, très respectueuses de l'héritage d'Ancien Régime, mais à la fois très modernes. Et dans sa façon de conduire les affaires, Cambacérès mérite d'être étudié. Après, il y en a un certain nombre, mais je pense que c'est un personnage qui est un peu moins connu, heu, parce qu'il y a pas d'emportement. Pour ce qui concerne l'aspect militaire, en revanche, ils sont à peu près tous étudiés. Celui qui moi je trouve très intéressant, qui est assez révélateur de cette époque, c'est Murat, pour tous les aspects que ça comporte, à la fois dans son épopée, dans ses particularismes et dans ce qui a pu le conduire à cette mort héroïque et dramatique de 1815. J'allais dire qui résume véritablement cette période. Donc voilà, 2 personnages et pour ce qui concerne un personnage féminin, dans les personnes dont j'ai parlé, je pense que madame de Staël aussi, pour tous les aspects qu'elle focalise, c'est un personnage, et un écrivain qui mérite d'être relu, à l'aune de cette perspective. Pour ce qui concerne le Second Empire, eh bien, j'allais dire que, il en est un que tout le monde connaît, mais dont on ignore parfois qu'il a débuté sa carrière du temps du Second Empire et parce qu'il a bénéficié aussi du soutien à la fois de Napoléon Ier et Napoléon III, c'est Louis Pasteur. Pasteur a pu faire ses premières études, ses premières expériences et ses premiers travaux avec le soutien personnel de Napoléon III et à la chute du Second Empire, Pasteur continuera d'être un fervent défenseur de la politique et du bilan de Napoléon III en écrivant des textes dithyrambiques et en expliquant que son bilan doit être vu, de manière, claire et simple. Et l'autre aspect, là je reviens sur un domaine artistique, c'est la figure de Rosa Bonheur. Du temps du Second Empire, Rosa Bonheur est donc une peintre animalière que tout le monde connaît. Hem, Elle a également un certain nombre de grandes, de grandes réalisations à son actif, mais c'est elle qui, la première, va être, décorée de la Légion d'honneur des mains même de l'impératrice Eugénie par délégation de l'empereur, mais c'est Eugénie qui vient lui remettre sa Légion d'honneur et cet exemple, ce symbole fort, eh bien, je pense qu'il est assez révélateur de la façon dont on peut à la fois lire un parcours, un destin et puis une réalisation hors du commun comme est celui de cette grande, peintre. Heu, Plus qu'animalière d'ailleurs, peintre à part entière. Très bien, mais merci. Quelle est la part de légende dans la chute de chacun, des empires?
Waterloo pour l'un, Sedan pour l'autre. Est-ce qu'on peut parler de défaites fondatrices de leur mémoire? Alors pour l'un, il y a une défaite fondatrice parce que Waterloo, l'heureuse défaite, comme on l'a dit souvent, ou la glorieuse défaite plutôt, hem, va être relue, déjà par les différents acteurs qui étaient présents et puis parce que la réaction qui va suivre avec le congrès de Vienne va montrer que l'exercice des peuples, est un petit peu mis de côté. Donc on va considérer que Napoléon, par sa volonté, et c'est d'ailleurs lui-même qui va l'écrire comme ça à Sainte-Hélène, va essayer de montrer qu'il était le défenseur, des peuples et en 1830 comme en 1848, on va servir de ce qu'il a pu écrire à travers le mémorial de Sainte-Hélène et plus largement dans tous ses écrits comme étant, une façon, éhontée et mal vue, de la lecture qu'on avait faite de son régime politique. Peut-être l'arrange-t-il un peu, mais au moins, c'est comme ça qu'on va le lire. Pour ce qui concerne Napoléon III, Sedan, eh bien, ça fait avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que autant tout ce qui avait été apporté, avec quand même quelques nuances, mais tout ce qui avait été apporté pendant les 18 ans, entre 1852 et 1870, vont être balayés d'un seul tenant parce qu'il y a l'occupation, même s'il y avait déjà eu l'occupation du temps de Napoléon Ier, hein, mais parce qu'il y a l'occupation et parce que, la puissance même de la Troisième République dans les consciences va être appuyée à la fois par l'université et surtout par un élément très fort qui est celui de l'esprit de revanche et donc, comme il y a un esprit de revanche qu'il faut retrouver vis-à-vis, des Allemands, eh bien, le bouc émissaire, si l'on peut dire, celui à qui on va faire porter, la responsabilité de tout ça, ça sera Napoléon III, ce qui permettra d'effacer et d'oublier que, déjà du temps de son règne, se trouvait un grand nombre de personnes qui ont servi, le régime suivant. Dernière question pour clore cet entretien vraiment passionnant et très instructif. Alors vous me pardonnerez cette question qui est un peu ahistorique. Monsieur Chantrane, auriez-vous préféré vivre sous le premier ou le deuxième empire? Et pourquoi? Alors, il est évident que si on parle aujourd'hui, avec la vision qu'on en a de la gloire, du caractère, innovant et de ce côté, très, très fortement marqué, on pense toujours au Premier Empire. J'allais presque dire que en tant que voilà, en tant que contemporain, on serait beaucoup plus muet dans la France du Second Empire que du Premier. Tout simplement parce qu'il y a un gouffre entre, ces 50 années d'écart, parce que, les révolutions que sont l'utilisation de la vapeur, l'électricité, les débuts de la vie beaucoup plus confortable, avec des nuances, hein, ça n'était pas encore enviable, mais toutes les mesures déjà qui sont prises pour, l'agriculture, pour aussi, le monde ouvrier, tout ça, est mis en place du temps du Second Empire et j'allais dire qu'il y a des mesures qui sont prises alors que ça n'était encore, à l'époque, quelque chose de très éloigné de l'esprit de Napoléon Ier. Donc pour la vie quotidienne, sans vraiment aucune hésitation pour le Second Empire. En revanche, pour le caractère glorieux et j'allais dire, pour le rêve romantique, il est évident que Napoléon Ier attire tout de suite et c'est pour cette raison aussi que cette fascination continue de s'exercer à plein encore aujourd'hui. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Monsieur Chantrane, merci beaucoup. Merci à vous.